Alors, je vais d'abord présenter l'association que je représente, que je coordonne à Liège, qui s'appelle donc les Ateliers du texte et de l'image. Elle a été fondée en 2009 par Michel de Fourny, que je ne pense pas devoir présenter davantage. Et cette association, elle a été créée dans le but de la conservation et de la valorisation de son fonds, un fonds assez exceptionnel et unique en tout cas en Belgique, tant francophone que néerlandophone, en littérature jeunesse, et avec une ouverture aujourd'hui vers les littératures graphiques au sens large, un fonds de 90 000 ouvrages aujourd'hui, de 90 000 ouvrages aujourd'hui, et qui est donc en constante évolution. Les ateliers texte-image. Voilà. Les principales actions des ateliers texte-image, ce sont de la formation, de l'animation, des expositions, des rencontres, des communications et de l'aide à la recherche. Je précise qu'une seule personne est engagée aux ateliers texte-image pour coordonner et tout ça. Voilà. Toutes ces actions, les ateliers texte-image les adressent à un public de professionnels, adultes, professionnels du livre, professionnels de l'image, professionnels de l'enfance. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais souligner une des spécificités des ateliers, des missions en tout cas des ateliers du texte et de l'image, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur la littérature jeunesse ou de ne pas se cantonner en tout cas à de la littérature jeunesse stricto sensu, mais justement d'élargir le cadre, d'extrapoler, d'ouvrir des portes, de jeter des ponts entre la littérature jeunesse et d'autres littératures et même d'autres domaines artistiques, pas seulement littéraires. Donc d'inscrire la littérature jeunesse dans l'histoire, dans les sciences humaines et sociales, dans l'histoire, dans les arts. Voilà. Parce que le petit bouton, ça ne marche pas, donc je dois utiliser ceci. Alors, oui, ça ne marche plus. Alors, le diaporama, ça ne va pas. Il y a une incompatibilité entre le fichier PowerPoint que j'ai amené et le. Oui, d'accord. Ok, excusez-moi. Donc, ce que je viens de souligner là, le faire lien, le jeter des ponts, donne sens à la structure sur laquelle repose cette communication. Une communication que je vais développer en 3 points. D'abord, l'esprit cabane sur le terrain créatif, scolaire et extrascolaire. Ensuite, l'esprit cabane dans des architectures outsiders ou marginales, architecture qu'on peut aussi qualifier d'anarchitecture. Et enfin, le 3e point que je développerai, c'est l'esprit cabane dans les albums jeunesse proprement dit, albums que j'ai choisis pour leur qualité narrative et graphique. Voilà. Alors, une image synthétique que j'associe à ces 3 points, c'est le magnifique ouvrage d'Aurélia Débat, Cabane, paru aux grandes personnes, donc qui relie à la fois l'aspect ludique, le conte, détourné, bien sûr, dans son ouvrage, mais aussi les constructions insolites, variables. Je ne m'étendrai pas davantage sur cet album. Premier point, donc, l'esprit cabane sur les terrains de jeu, sur le terrain récréatif ou créatif, scolaire, extrascolaire. En fait, j'ai commencé à développer un intérêt prononcé pour la très large thématique de l'abri il y a une 20aine d'années, lorsque j'ai fait un inventaire pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, un inventaire non exhaustif d'aménagement d'espace par des enfants sur le terrain extérieur, soit à l'école, soit à leur atelier créatif. Alors, inventaire d'aménagement qui ne soit pas le fait d'entreprises standardisées en mobilier-jeu, mais qui soient des aménagements pensés dès le départ par des enfants, maquettisés par des enfants, réalisés par des enfants, et évidemment encadrés par des artistes, enseignants,
animateur, etc. Voilà. Aménagement 3D en particulier que j'ai inventorié et qui soit un tant soit peu pérenne. Voilà. Alors, l'objectif de ce recensement, c'était d'une part d'alimenter des projets futurs, des projets créatifs tridimensionnels futurs pour des enfants, mais aussi de garder trace, parce que la plupart, enfin, les trois aménagements que je vais vous montrer ici, mais aussi tous les autres aménagements que j'ai inventoriés, ils sont une vingtaine, la plupart étaient détruits parce que ne répondaient plus à des normes de sécurité. Voilà, les normes européennes, les fameuses normes européennes de sécurité. Donc il fallait garder trace. Voilà. Donc première image, cette fontaine à Grasberler, sur les hauteurs de Liège, réalisée sur 7-8 ans par des enfants, évidemment avec un groupe mouvant aussi. La cabane fantastique à Liège même. La cour du Nord dans le quartier Nord Saint-Léonard de Liège. Okay. Alors, j'ai pu relever, en fait, dans l'ensemble des aménagements que j'ai inventoriés, deux constances. Alors, une constance dans le chef des enfants et une constance dans le chef des encadrants. La constance que j'ai pu relever chez les enfants, dans l'élaboration de leurs projets, c'est qu'ils ne voulaient pas seulement enjoliver ou décorer leur espace créatif, ils voulaient surtout s'isoler, s'abriter, se réfugier, se cacher, se retrouver. Tous ces termes, tous ces verbes ont trait, d'une certaine manière, à l'esprit cabane. C'est pour ça qu'on va trouver dans ces réalisations des parties de niche. Je pense que ça se voit particulièrement bien dans la fontaine de Grasse-Ologne, sur les hauteurs de Liège, où il y a une série de bulles, de niches, de sous-cabanes, d'abris, voilà, témoignent pour moi de l'esprit cabane. Et puis, autre constance, celle dans le chef des animateurs encadrants, c'est les sources d'inspiration qu'ils vont montrer aux enfants. La plupart du temps, ce que les animateurs vont montrer aux enfants, ce sont des architectures dites marginales ou insolites, outsiders, hors normes en tout cas, toutes hors normes. On va montrer évidemment le palais du facteur cheval, par exemple. Alors, ce n'est pas que des photos, c'est aussi des vidéos qu'on montre et tout ça prend du temps, puisque ce sont des projets qui sont évidemment développés sur des années. On montre la tour d'Ebenezer à Liège, c'est un peu notre palais du facteur cheval à nous en Belgique, et il est à 20 km de Liège. On va montrer donc des architectures de l'imaginaire, comme Clovis et Claude Prévost ont qualifié ces créateurs bruts, anarchitectes, hors normes, outsiders, architecture de non-architectes. Et on va montrer aussi des structures, des sculptures-jeux qui développent un aspect cabane, ou en tout cas qui, dans leur élaboration, à un moment donné, contiennent aussi des niches, des bulles. Donc, structure-jeu, comme ici le golem de Niki de Saint-Phal à Jérusalem, où ce n'est pas que glisser que les enfants font, c'est aussi se cacher, se réfugier dans plein de petites niches. Le deuxième point, l'esprit cabane dans les architectures outsiders ou marginales, architecture hors normes. Donc, évidemment que en parallèle au recensement de ces aménagements d'espace par des enfants, et puisque ce sont des architectures de l'imaginaire qui ont inspiré ces enfants, je me suis du coup naturellement intéressée à ces architectures précisément pendant une dizaine, voire une quinzaine d'années. Et j'ai commencé une collection de livres, de catalogues qui ont trait à ce type d'architecture. Et cette collection de livres aujourd'hui est abritée au Trinquol Museum à Liège, ex-MAD Musée où j'ai travaillé 7-8 ans.
Voilà. C'est dans ce contexte que j'ai découvert les fameuses cabanes, entre autres, j'ai choisi ici que cet exemple-là, de Richard Greaves, artiste canadien, qui s'est détourné à un moment donné de sa vie dite normale, hein, j'utilise beaucoup de guillemets, d'une vie toute tracée, d'une vie classique. Il avait fait des études en graphisme et en théologie. Il a quitté Montréal et il était s'installer sur un terrain en Beauce. Et ça, c'était au début des années 80. Et à partir de la fin des années 80, il y a élevé progressivement et 20 ans durant, minimum, une quinzaine de cabanes, voilà, avec des matériaux de récupération, vivant sur place, seuls, matériaux de récupération qui venaient de chantiers de destruction de maisons ou de maisons abandonnées, donc toutes faites main, la plupart en tout cas utilisant le moins possible de clous, mais le plus possible de cordes de nylon, toutes habitables, chauffées. L'une des maisons les plus emblématiques, à mon sens, c'est cette maison des 3 petits cochons. Il l'a appelée telle qu'elle. La cathédrale, à votre gauche. La maison au miroir, à droite. C'est lui devant. Magnifique image de Mario Del Curto, photographe suisse qui a documenté de manière photographique quantité d'architecture brute, mais aussi des artistes de l'art brut. Magnifique aussi l'esprit cabane ici en plein dans cette, je pense, 10e réalisation dont je n'ai pas trouvé le titre exact, toujours de Richard Greaves. Alors, plusieurs constances, là aussi, que j'ai pu relever dans ces anarchitectures ou architectures hors normes. D'abord, c'est que les créateurs habitent in situ ou à proximité. Ensuite, que les créations sont toutes, absolument toutes, éloignées des villes, se nichant donc dans les campagnes, dans les forêts, et parfois même au fin fond de la forêt. Voilà. Alors, le lien direct avec l'esprit cabane sur le terrain créatif que j'ai développé au premier point, eh bien, c'est qu'elle témoigne d'une volonté d'isolement, d'un besoin de s'abriter aussi, de se réfugier, de se protéger de l'extérieur. C'est tout à fait évident chez Greaves. Et puis, elles sont accueillantes pour les enfants. Parce que Greaves, il habitait seul sur son terrain, il ne supportait aucune visite touristique, de nature touristique. Les seules personnes qu'il acceptait sur son terrain et qu'il allait même jusqu'à convier sur son terrain, c'était des enfants. Voilà. Donc ces cabanes devenaient un espace imaginaire pour les enfants qui pouvaient s'aventurer à leur risque et péril, évidemment, dans ce type d'habitat. Alors, je fais évidemment... malheureusement pour moi, qu'une parenthèse sur cette volonté de s'abriter, mais plutôt de manière, alors là, ultra nécessaire, c'est évidemment le lien que je fais aux abris d'urgence, où là, les abris d'urgence de personnes migrantes, qui sont obligés de se couvrir, de s'abriter d'un monde extérieur qui est terrible, qui est un monde fait d'extrême violence, un monde de guerre qu'ils ont dû quitter, et qui là doivent de toute urgence trouver un espace. Je fais ici, et consolider, créer leur espace, consolider leur espace. Je vous montre ici une image parmi d'autres du photographe suisse Jean Revillard, qui, dans son ouvrage Jungle, a inventorié
je trouve avec magnificence toutes sortes d'abris dans la jungle de Calais. Bruno Fert aussi, qui dans son ouvrage Refuge, paru chez Autrement, photographie, documente des abris de sans domicile fixe, quelle que soit leur nature, et qui sont, alors je vous ai mis à gauche, ce sont donc des containers d'urgence, et puis à droite, l'aménagement à l'intérieur d'un des containers d'un Soudanais qui recrée à l'intérieur de cet espace standardisé et neutre, qui recrée son nid, sa façon d'être chaleureuse dans ce container. Voilà. Ça va, le début? Alors, je fais le lien, là, la transition entre le point 2 et le point 3 des albums jeunesse, avec ce magnifique album de Gabriel Vincent. Dans sa série Ernest et Célestine, il y a un album, La Cabane, où il est question de Ernest qui crée une cabane pour sa petite protégée, Célestine, cabane dans la forêt ou à l'orée de la forêt, faite avec des éléments végétaux, des éléments naturels, mais aussi des draps. Et cette maison, pour Célestine, il veut en faire une maison dite de vacances. Mais ça ne va pas aller tout seul. À un moment donné de l'histoire, ce qui va très très fort contrarier Célestine, c'est que quelqu'un s'est abrité dans sa cabane, non seulement sans lui demander permission, mais de toute façon, je pense qu'elle ne l'aurait pas voulu. C'était sa cabane à elle, sa cabane de plaisir, de jeu, de retrouvailles avec Ernest. Et voilà que quelqu'un s'installe dans sa cabane. C'est quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Et au départ, elle ne comprend pas de quoi il s'agit, sans domicile fixe. Et finalement, avec l'aide d'Ernest, et puis en rencontrant ce SDF, elle va accepter que sa cabane serve à ce monsieur et qu'il retrouve sens à sa vie, qu'il se réancre en tout cas dans sa cabane pour finalement, voilà, il partira, il aura trouvé un travail, mais c'est la cabane de Célestine, construite par Ernest, qui aura permis à ce monsieur de se retrouver et de redémarrer dans la vie. Cabane qui sera... ce monsieur sera alimenté d'ailleurs par des enfants du village. Voilà, donc cet album de transition me permet d'aborder le troisième point, l'esprit cabane dans l'album jeunesse. Alors, quelques généralités autour de la représentation de la cabane. D'abord, on la trouve dans l'album jeunesse plutôt par un côté rudimentaire. Elle est très souvent pièce unique. Elle est très, très souvent associée au monde de la forêt, parfois à l'espace jardin, parfois à l'espace chambre. Et les fonctions conférées par les enfants dans ces cabanes, dans les albums jeunesse, que j'ai pu relever en tout cas comme fonction, c'est d'abord évidemment un terrain de jeu, un espace de rêverie, un lieu d'accueil, de rencontre, un lieu de repli aussi, de refuge, un lieu d'épanouissement, un lieu d'apaisement, une cachette, un lieu de secret, de souvenir, une aire de contemplation, un espace fourre-tout, un lieu d'envol. Métaphoriquement, ce lieu d'envol se traduira par un lieu d'initiation, mais aussi
de construction identitaire. Premier album que j'exploite, malheureusement ce sera tout très très rapidement, c'est le génial album de Loïc Froissart aux éditions du Rouergue, Ma cabane, où il est question, bon, vous ne voyez peut-être pas de loin, il est inscrit ici, ma cabane n'est pas facile à trouver. Je ne sais même pas lire moi-même. Merci. Elle est bien cachée au milieu de la forêt. Donc, endroit au fin fond de cabane, au fin fond de la forêt, loin. Ah, super. Ah oui, je ne sais pas la lire. Ma cabane est petite. Mais on y est bien. Pardon ? En fait, avec cette adaptation-là, je ne sais plus lire, mais ce n'est pas grave. Ma cabane est petite, mais on y est bien. Voilà, donc on a ici la formation basique de la cabane au fond des bois. Vous voyez bien que c'est une cabane construite qui existe déjà avant l'arrivée du narrateur, qui ne va pas se rendre compte, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'ouvrage, que sa cabane, elle est habitée quand il ne vient pas. Elle est constamment habitée par un loup, un ours, que vous voyez, la masse là, par un ours, voilà. Et quand il repartira à la fin de son séjour de bien-être et d'épanouissement et d'apaisement, on verra l'ours qui revient dans la cabane. Donc une cabane déjà habitée. Esprit cabane également dans cet ouvrage dans la grande forêt d'Anne Brouillard, où on va découvrir deux types de cabanes. D'abord, toutes les deux dans la forêt, de toute façon, et toutes les deux cabanes construites. Alors, cabane ici accueillante, hospitalière, quand Kilioc et Véronica, les deux héros de l'aventure de la grande forêt, arrivent dans cette cabane perdue dans la forêt, elle est déjà habitée. Elle est habitée par Piccoli Mimou, qui dit avoir découvert par hasard cette cabane-là il y a des mois, au printemps même, hein, et là on est déjà vers l'hiver, au printemps, et qu'il s'y est tellement senti bien que finalement il y est resté. Cabane rudimentaire, vous voyez, mais bien rangée. Et rudimentaire, il n'y a pas de lit. Ils dorment tous les trois sur des banquettes. Autre cabane, dans la grande forêt d'Anne Brouillard, une cabane en pierre cette fois, et recouverte d'une sorte de mousse. Cabane accueillante, parce que sur l'écriteau sur la porte, il est indiqué « Frapper et entrer, bienvenue ». Voilà. C'est la cabane de Monsieur Hysope. Totale confiance dans les étrangers qui viendraient par là, qui viendraient s'aventurer là. Sauf qu'à l'intérieur, c'est beaucoup moins rangé, c'est beaucoup moins accueillant que la première cabane. C'est fort dérangé et on dirait qu'il y a quand même des bouteilles d'alcool là, beaucoup de choses ouvertes, voilà, même un petit air sale, et surtout il y a une sale bestiole. Ils la fouilleront tout de suite, cette cabane. Alors, on va un petit peu plus loin. Là, il y a une dimension symbolique, vraiment, dans Les Sauvages de Mélanie Rutten, dont on parlait hier, je crois. Hein. Il est question donc de deux enfants qui quittent leur maison pendant la nuit, qui quittent leur maison respective pendant la nuit, un petit garçon et une petite fille. Sur un radeau, ce sont des ombres, elles se glissèrent en silence
au milieu de la forêt immergée. Tout se taisait avec elle. Les deux ombres partaient pour toujours. Ils arrivent dans la forêt, donc après avoir traversé la rivière sur un radeau, ils font des cabrioles, ils s'amusent, ils rigolent, ils passent dans un tronc d'arbre, et puis de l'autre côté du tronc d'arbre, il y a une clairière toute lumineuse avec des sauvages qui habitent. Une branche, une paille, un bonhomme caillou. C'était une bande de sauvages et c'était leur clairière, faite d'ombre et de lumière. Chacun y avait sa place. Il construisait une cabane, il la décorait et y dormait. Il mettait de l'ordre et il grandissait. Le temps s'arrêtait. Cette nuit, c'était toujours. La cabane ici, où chacun a sa place. D'abord, ils la construisent ici. Jusqu'à présent, on a vu les cabanes déjà toutes faites. Ils la construisent ensemble. Ils participent à l'élaboration de leur espace imaginaire. Ils participent collégialement à la construction de leur espace imaginaire, qui va être un espace où chacun aura sa place et où chacun va pouvoir grandir, donc s'émanciper. Pour moi, ici, on est dans l'aspect cabane d'émancipation. Toujours chez Mélanie Rutten, Nour, le moment venu, paru aussi chez Mémo. Là, il est question de 3 types de cabanes pour moi. D'abord, la première cabane, voilà, à gauche, c'est la première image de l'album. C'est la cabane où vit Nour, cabane où elle fête son anniversaire pour la dernière fois parce qu'elle doit déménager de sa cabane. On ne sait pas pourquoi, mais elle doit déménager et elle ne sait pas encore où. Voilà, cabane, donc, sa première cabane, sa première maison a un aspect cabane, pièce unique, elle est chaleureuse, elle est festive, accueillante. Et puis, un petit peu plus loin dans le récit, elle est en train de faire ses caisses, et là, ça commence à aller un petit peu moins bien. Elle s'ennuie, ou plutôt, elle est vide. Le matin, Nour se sent comme une boîte vide. Elle n'a pas envie de faire ses cartons. Elle a juste envie d'être seule, dans un petit coin, où personne ne viendra la chercher. Et elle se glisse dans le carton à déménagement. Le carton fait cabane. Là, elle se sent bien, dort un peu et s'ennuie vite. Bien plus loin dans le récit, elle va enfin trouver le lieu, mais ça n'aura pas été évident. Elle aura traversé des moments de doute, des moments d'incertitude, et enfin, elle va trouver l'espace qui lui convient le mieux, qu'elle juge en tout cas être le mieux pour elle, c'est un arbre. Mais pas au pied d'un arbre, dans un arbre. Cabane perchée, qu'elle va elle-même construire. Alors là, on a la métaphore à la fois de on a la construction même de la cabane à gauche, avec tous les termes associés à gauche, et puis la métaphore à droite de la construction identitaire. Donc à gauche, Nour assemble, elle grimpe, elle construit. À droite, Nour imagine, Nour consolide, Nour rêve, Nour s'envole. Nous sommes ici dans la cabane d'envol, d'émancipation aussi, mais aussi et surtout d'envol. Autre album, excusez-moi, voilà, La cabane de Niels, paru chez Versant Sud. Le silence, ça commence comme ça. Le silence, ça se vit tout seul, beaucoup plus qu'à 2 ou 3. Dans la vie de Niels, le silence est arrivé d'un coup. La forêt est grande, heureusement, si grande que Niels peut y laisser vagabonder son imagination. Niels a construit une cabane secrète, très, très loin, là où personne ne pourra la découvrir. Dans cette cabane, il n'est pas seul.
Sa cabane n'a rien d'extraordinaire, c'est juste quelques planches clouées les unes aux autres, une échelle de corde et des branches qui servent de maison à une famille de cloportes. Mais quand Niels se concentre du mieux qu'il peut et qu'il y pense très très fort, sa cabane devient exactement comme dans son rêve le plus cher. Vous êtes prêts ? Donc vous avez vu, juste avant, c'est une cabane très rudimentaire, faite de quelques planches, mais grâce au pouvoir de son imagination, grâce à sa très grande concentration, cette cabane, une fois qu'il s'immerge dedans, elle devient une cabane habitée, chaleureuse, festive, il y a des guirlandes, ludique, il y a plein de jeux, enfin, il y a des jeux, et puis elle est même accueillante pour les souris. Je ne sais pas si vous voyez là de loin. Bon. Et les crapauds. Et puis habité, mais habité par qui ? Il y a Papy, son meilleur ami, toujours assis dans son fauteuil, jamais dans le canapé moelleux. Papy, il est entouré d'un halo de lumière. On perçoit donc bien que Papy n'est plus là, le grand-père de Niels n'est plus là, mais que c'est lui que Niels a projeté dans sa cabane imaginaire. Un petit peu plus loin dans le récit, oui, chacun peut avoir une cabane secrète, dit Papy. C'est un endroit où on peut se réfugier quand le silence est trop lourd ou quand quelqu'un nous manque. Tant que tu me cherches, tu me trouveras ici dans ce fauteuil. Voilà. Cabane donc, cabane qui permet de déployer l'imagination de Niels. Cabane de retrouvailles, cabane de souvenirs aussi, donc cabane de retrouvailles avec quelqu'un qui n'est plus là, mais qui a compté très fort pour lui, on le sent. Le grand-père de Niels l'a sans doute éduqué, lui a sans doute appris les choses de la forêt. Autre album, Orson Voyage, où dès le départ, voilà, Orson, on fait la connaissance d'Orson, qui passe des après-midi entiers dans sa cabane avec ses jeux et ses dessins. Et sa cabane, en fait, c'est sa chambre. Et sa chambre, elle est perchée tout en haut de la maison pour pouvoir apprécier les vastes espaces. Donc sa chambre se métamorphose en cabane. Et cette cabane va se métamorphoser un petit peu plus loin dans le récit en vaisseau pour voyager, pour aller découvrir le monde, mais un monde très, très imaginaire. Voilà. Donc la cabane ici, c'est la chambre. Du coup, je fais une petite parenthèse, un petit clin d'œil à cet album de Florence Sévos et Claude Ponty, La Tempête, où à un moment donné, pendant une grosse tempête qui vient tout remuer dans la maison où habite cette famille de souriceaux, au plus fort de la tempête, les parents sortent de leur chambre, débarquent dans la chambre de leur enfant, et puis ils y construisent leur abri. Ce n'est pas l'enfant qui va trouver les parents, l'enfant reste dans sa chambre abri, et les parents viennent dans la chambre de leur petite, et ils y construisent, alors on dit le terme tente, mais ça a tout à fait l'esprit cabane, refuge, protection, et on s'y sent très très bien. Regardez, ils n'ont vraiment pas l'air du tout angoissés, alors que dehors, c'est vraiment la tempête. Dehors, et la maison qui vole en éclats. Esprit cabane également dans Le châle de grand-mère, où là, il ne sera plus question de cabane dans la forêt ou de cabane dans la chambre de l'enfant, mais une cabane que l'on va créer,
que l'on va s'inventer sous le châle de la grand-mère. Deuxième référence ici dans les albums que je vous montre au lien entre l'enfant et le grand-parent, qui est aussi, lui, vecteur de construction d'identité chez l'enfant. Il est question de deux petites filles, là, deux cousines en fait, et qui ne supportent pas le brouhaha dans la maison quand la famille se réunit au grand complet. Et elles adorent être toutes les deux pour, je cite, réfléchir en paix. Alors, pendant que leur grand-mère, qui vient de rentrer de l'hôpital, s'endort dans son fauteuil et que tout le reste de la famille est réuni justement pour le retour de la grand-mère à la maison, eh bien, les petites filles vont près de leur grand-mère, s'emparent du châle et construisent leur cabane pour donc aller y réfléchir. Je ne sais pas lire, donc... Dans la tente, il y avait le monde entier. Ça va, vous m'entendez ? Oui. Il y avait la place de réfléchir à tout ce qu'on voulait. Des aurores et des crépuscules. Une forêt pour ceux qui voulaient se promener. Un immeuble pour ceux qui voulaient prendre l'ascenseur. Des bateaux pour ceux qui ne voulaient pas se noyer. Ensuite, on a réfléchi à grand-mère. Imagine si elle meurt, on s'est dit. Imagine si elle arrête de respirer. On a retenu notre souffle, et cligné des yeux, on a pensé comme un puzzle, on a réfléchi comme si on assemblait des petits morceaux qu'on retournait chacun dans tous les sens. Terre noire, natte blanche, cailloux blancs, fleurs rouges, châle à fleurs, franges noires. On a pensé au vent qui soufflait et aux voisins qui pleuraient. On a pensé à des pots sans fleurs, des fleurs sans peau, une vie sans grand-mère, une grand-mère sans vie. Ne dérangez pas les filles, a dit grand-mère à la maman d'une des fillettes. Vous ne comprenez pas que les enfants ont besoin de réfléchir en paix. Quand on réfléchit, on trouve des images et des mots. Quand on trouve des images et des mots, on trouve des questions. Quand on trouve des questions, on trouve des nouvelles questions. Et on ne trouve jamais de réponse, demande l'une des deux fillettes. Si, parfois. Voilà. Donc, un dialogue s'instaure entre la grand-mère et les deux cousines. Dialogue que permet justement ces retrouvailles sous ce châle, chaleur, de la grand-mère. Enfin, esprit cabane, pas dans la forêt, pas dans la chambre, pas sous un châle, mais dans un espace indéterminé, voire un espace vague, un terrain vague. En cas de catastrophe, d'inondation, de grande colère, de tornade ou de typhon, en cas de tristesse passagère, de coup de tonnerre ou de mouron, Richard a besoin d'un refuge. Et même par grand beau temps, pour profiter de l'instant, avoir la paix un petit moment, comme les deux cousines avant, qui avaient besoin d'avoir la paix, il lui faut ce refuge, ce coin à lui. À nouveau, ici, on va être dans la construction. On part de rien et il va construire son refuge, sa cabane, avec des cagettes, toutes sortes de petites choses récupérées ça et là. Et puis, voilà, Richard pose là quelques cagettes, quelques tasseaux de bois, un tour d'écrou de ci, de là. Voilà un abri assez grand pour lui. La suite de l'histoire va nous montrer toutes sortes de nouveaux compagnons pour Richard, compagnons qu'il n'a pas nécessairement sollicités, mais qu'il n'a pas du tout même sollicité, mais en fait, son lieu de refuge va devenir un lieu de refuge pour d'autres. Pour une maman qui en a ras-le-bol de ses enfants, pour un monsieur qui semble se poser plein de questions, pour un oiseau qui cherche un nid, et pour aussi plein d'enfants qui ont entendu parler de cette chouette cabane que Richard a construite et qu'eux aussi voudraient avoir un espace rien qu'à eux. Voilà. Arrivé à ce stade, Richard, qui se sera finalement bien retrouvé dans sa cabane, mais qui aura aussi fait de sa cabane une cabane hospitalière, pour
pour que les autres se retrouvent eux-mêmes, il quittera alors sa cabane et il ira retrouver sa maman. Alors je finirai ici avec un album qui pour moi fait transition et tient un lieu de conclusion. Je vous ai dit que les ateliers Textimage, dans leur mission, dans leur philosophie en tout cas d'action, ils apprécient faire lien, jeter des ponts, ne pas rester cantonné à un domaine en particulier, mais au départ quand même de la littérature jeunesse. Nous avons cet album, Cabanes Amies, paru chez Rue du Monde, où il est question, comme on l'a vu auparavant, d'enfants qui aiment se retrouver dans leur cabane. Ils vont la construire dans la forêt, avec des éléments naturels. Ils vont y dessiner, s'y retrouver, s'amuser, se révéler des secrets. Plus tard, le narrateur de l'histoire deviendra architecte. Il appréciera étudier, dessiner toutes sortes de cabanes. J'arpentais les rues à la recherche de maisons, d'immeubles qui me souriaient. J'ai croisé quelques cabanes amies nichées sur des balcons, dans des jardins privés, des squares de quartier. J'ai vu aussi des cabanes de fortune, des abris de misère qui me serraient le cœur et faisaient grandir mon désir d'un monde un peu meilleur. On apprendra plus loin dans le récit qu'il est parti justement dans des missions humanitaires pour construire, ce qui semble être des missions humanitaires pour construire des abris d'urgence. Fin du récit. Il a rencontré, lors d'une de ses missions d'architecte au Japon, il a rencontré sa future femme, et sa future femme et lui vont avoir un enfant. Surprise, il découvre que dans le ventre cabane de Matsuko palpite la vie. Je fais donc lien ici de l'enveloppe corporelle intérieure, le ventre de la maman, premier refuge, premier abri pour l'enfant, abri où il va avoir les premiers signes de la construction identitaire. Et la cabane peut aussi se faire enveloppe extérieure, corporelle. Et je finis avec cette image toute symbolique, très forte de Agnès Varda, cette grande réalisatrice Agnès Varda, qui a d'ailleurs un rapport particulier à la cabane. Je ne parle pas de ses cabanes à elle, maquettes ou qu'elle a fait réaliser, mais de cette enveloppe-là, végétale, naturelle, qui entoure son corps et où on reconnaît son visage, ses traits et son regard vers l'avenir. Voilà. Je vous remercie.